Avec moi aujourd'hui, j'ai le Honda Passport 2026, la toute nouvelle génération du VUS pleine taille de Honda, mais pourtant qui ressemble pas mal plus au premier Honda Passport qui avait été vendu il y a ça déjà 30 ans. Et donc d'ici 15 minutes, vous saurez tout ce que vous avez besoin de savoir sur le Honda Passport Trail Sport 2026. Mais avant toute chose, un peu d'histoire. Le premier Honda Passport vendu aux États-Unis est apparu en 1996. Et ça, c'était en réponse au succès fulgurant des Ford Explorer, Chevrolet Blazer, Nissan Pathfinder qui apparaissaient et qui faisaient fureur auprès des Américains. Honda a vu le succès, voulait avoir un véhicule qui pouvait faire de la compétition avec ça, sauf qu'ils n'avaient pas vraiment le temps de développer un véhicule maison au complet. Donc, ils sont allés voir chez Isuzu, la marque japonaise, qui, elle, faisait déjà un VUS de ce style-là, le Isuzu Rodeo. Donc, Honda a fait une entente, ils ont pris le Isuzu Rodeo, ils l'ont rebadgé et ils l'ont vendu en tant que le Honda Passport. Le Passport, quand il est sorti, avait un V6 3.2 litres qui sortait, mine de rien, 175 chevaux via une transmission automatique aux 4 roues. Il est resté jusqu'en 2002 avec quelques révisions, la puissance allant jusqu'à 190 chevaux, puis évidemment avec une deuxième génération, un changement un peu de la carrosserie. Puis il a été discontinué au profit du nouveau VUS pleine taille qui avait été entièrement développé par Honda, le Honda Pilot. Pendant 16 ans, on n'a plus jamais entendu parler d'un Honda Passport dans la gamme Honda, jusqu'en 2018, quand ils ont dévoilé leur Honda Passport flambant neuf, moderne, qui là était basé sur le Honda Pilot. Le véhicule, lui, a perdu un peu de son esprit off-road tout-terrain, avec un look beaucoup plus citadin, bien qu'en 2022 soit sorti la version Trail Sport, le premier modèle Trail Sport de la gamme Honda, où là, la suspension était un peu plus ajustée pour faire du off-road, il y avait des plus gros pneus et quelques petites garnitures faites pour avoir l'air un peu plus robuste. Et c'est ce qui nous amène au Honda Passport 2026, quatrième du nom, qui revient à ses racines de VUS capable de faire du hors-route, ou en tout cas qui en a l'air. Alors c'est maintenant le temps de se pencher sur ce que nous apporte le Honda Passport 2026. En premier, je veux parler de la carrosserie du Honda Passport, parce qu'on voit tout de suite que c'est pas mal différent de l'ancienne génération du Honda Passport, et ça se démarque beaucoup plus du Honda Pilot, alors que dans l'ancienne génération, les deux modèles se ressemblaient beaucoup. Là, on a une carrosserie qui est plus carrée, qui est d'ailleurs un petit peu plus grande, un petit peu plus large et un petit peu plus haute que l'ancienne génération, mais seulement le style, ça a l'air plus robuste, il y a des pièces, c'est carré, ça a l'air solide, ça a l'air un peu plus brutal que l'ancienne génération. On retrouve notamment quelques détails dont le nom Passport qui est étampé dans le pare-choc avant et dans la portière arrière du véhicule. Et vu que c'est la version Trail Sport qui est prête à aller dans les sentiers rocailleux, beaucoup des pièces du bas de la carrosserie sont faites en plastique dur, pour être sûr qu'on n'endommage pas la peinture quand on passe dans les sentiers, qu'on accroche les branches. Ça rajoute vraiment à l'allure tout-terrain de la voiture. Il y a aussi certaines parties du design qui ramènent au Passport original de 1993, entre autres les phares qui sont carrés, très horizontaux, en même temps que la grille avant, et toute cette partie-là du côté du véhicule qui ressemble beaucoup au profil de la première génération. Il y a aussi deux détails intéressants de la partie avant du Passport, toute cette partie-là qui est en plastique, mais qui a un fini métallisé qui rajoute encore à l'esprit robuste, comme si c'était une plaque de métal qui était prête à protéger la partie avant du véhicule. Il y a aussi un autre détail que je trouve un peu décevant, c'est cette prise d'air-là qui est en fait une menteuse. Il n'y a pas d'air qui passe à partir de là. C'est fermé et je trouve ça dommage parce que ça a de la gueule. Je trouve que c'est beau, c'est vraiment, on dirait que ça a l'air fonctionnel, mais malheureusement, ça l'est pas. Heureusement, les changements du Passport sont très loin d'être cosmétiques. On a aussi plusieurs améliorations. Entre autres, ici, un point d'ancrage, en fait, 2 points d'ancrage de chaque côté du véhicule, ce qui est super pratique. C'est pour permettre de sortir d'un sentier si on est pris. On peut attacher un câble avec un treuil et pouvoir se sortir du pétrin. On a aussi des gros pneus qui sont prêts à faire du hors-route. C'est pas de la fumisterie, c'est fait pour ça. Et aussi des plus petits trous pour permettre justement d'avoir des pneus plus épais et qui soient plus permissifs pendant qu'on se promène dans les sentiers. Et en plus de ça, avec le Passport, on a le droit à un vrai catalogue d'accessoires qu'on peut mettre partout autour du véhicule, même principalement sur le toit. Avec 2 barres pour mettre des racks, on peut mettre des supports pour des skis, des planches de surf si vous décidez de faire du surf, même un panier si vous voulez mettre autre chose, des barils d'essence, peu importe si vous voulez vous préparer à faire une expédition. Il y a toutes sortes d'accessoires qui permettent d'améliorer la praticité du véhicule. Vous pouvez même acheter en accessoire une tente qui s'attache à l'arrière du Passport et une table qu'on peut mettre dans le coffre. Et aussi en vue de la manière dont le Passport a été designé, le pare-choc arrière et le pare-choc avant sont assez hauts et les roues sont assez loin en avant et en arrière pour qu'on ait un meilleur angle d'attaque et de départ, ce qui permet de passer des sentiers un peu plus à pic ou des obstacles un peu plus techniques qui vous empêcheraient de passer avec un autre véhicule qui n'est pas adapté à ça.
Évidemment, pour propulser tout ça, il faut un moteur adéquat. Et dans le Honda Passport Trail Sport, on a le même V6 que l'ancienne génération, un V6 3.5 litres naturellement aspiré qui donne 285 chevaux et 262 livres-pieds de couple. Tout ça via une transmission automatique intégrale 10 vitesses. C'est bien important de mentionner que c'est une voiture qui a transmission intégrale et non pas 4 roues motrices. Parce que bien que ce véhicule-là ait des modifications pour le off-road, c'est pas au niveau, par exemple, du Toyota Land Cruiser ou de certains 4Runner qui ont des barres anti-roulis déconnectables, des différentiels bloquables, qui peuvent changer de 2 roues motrices à 4 roues motrices et différents modes qui sont spécifiques au off-road et au overlanding. Bien que ça soit biaisé en avant, on peut envoyer 70% de la puissance en arrière et aussi 100% de gauche à droite. Alors même si c'est pas aussi poussé que certains véhicules, ça reste quand même tout à fait capable. Et donc, retournant au V6, c'est le fun qu'on ait enfin un moteur qui est complètement à essence, qu'il n'y a pas d'hybridisation ou que la cylindrée du moteur ait été réduite, mais ça fait quand même quelques années qu'on a le même moteur. Alors, est-ce qu'il est encore adapté aux besoins d'aujourd'hui? On pourrait essayer ça quand on sera rendu au test routier du véhicule. Bon, maintenant, les différentes versions du Honda Passport. Ça passe du Honda Passport Trail Sport au Honda Passport Trail Sport Touring Blackout. Ça commence à faire long comme nom, mais ça nous donne donc 4 choix. Aux États-Unis, il y a aussi la version RTL qui est offerte, mais ici, au Canada, il y a seulement la version Trail Sport et plus qui est disponible. Les prix, eux, varient d'environ 57 000 à 62 000 dépendamment de la version que vous choisissez. Et une bonne chose qui est avec ça, c'est que peu importe la version que vous choisissez, il y a beaucoup de choses que vous allez garder. La gamme est très homogène. Alors, vous aurez toujours le V6, toujours la transmission intégrale, toujours toutes les commodités hors route qui sont disponibles avec le Trail Sport que j'ai avec moi. Là, présentement, j'ai la version Trail Sport Touring. Et c'est bien, si jamais il y a des options, vous, qui vous intéressent pas, dont vous n'avez pas besoin, vous voulez seulement toute la praticité hors route tout-terrain, le V6, la transmission intégrale, et vous pouvez l'avoir sans pour autant payer pour les modèles plus haut de gamme. Certaines personnes qui pourraient voir ça peut-être comme un manque de choix, ce qui est tout à fait valide comme opinion. Personnellement, je préfère voir ça d'une manière plus positive et d'avoir accès à tout, peu importe la version qu'on a. En comparant le Honda Passport à ses compétiteurs dans d'autres marques, entre autres Hyundai pour le Santa Fe et Toyota pour le Toyota Land Cruiser, si le compare au Santa Fe, le Santa Fe, lui, commence de 42 000 à 54 000 En termes de performance, les moteurs changent, passant de 231 à 277 chevaux, ce qui est quand même notablement moins cher que le Passport, sauf que, évidemment, il y a plusieurs versions et c'est pas toutes des versions qui sont faites pour faire du hors-route. Il y a un très gros choix dans la gamme Hyundai et la marque non plus n'est pas reconnue pour faire des véhicules off-road les plus compétents non plus. Le comparant à un de ses autres compétiteurs, le Land Cruiser, lui, passe d'environ 73 000 jusqu'à 88 000 ce qui est beaucoup plus cher de base ou tout équipé que le Honda Passport. Mais il faut penser aussi que le Land Cruiser est vraiment plus dédié au off-roading, au hors-route, le tout-terrain, avec plusieurs options comme les barres anti-roulis, la suspension, la transmission des différentiels. Alors donc, il se situe pas mal dans le milieu en termes de possibilités de versatilité hors route que de prix et budget en soi, avec des commodités qui sont tout à fait acceptables en général. Et c'est maintenant le temps de plonger à l'intérieur du Honda Passport Trail Sport Touring 2026. Et la première chose que je vous fais remarquer, c'est la qualité de l'intérieur. Évidemment, Honda, ça reste toujours des designs conservateurs, des matériaux conservateurs, mais la qualité de finition est toujours là. Et c'est encore le cas dans le Honda Passport. Cette fois-ci, vu que j'ai la version Touring, j'ai des sièges qui sont complètement en cuir et d'une couleur différente, mais même ça, toutes les surpiqûres, la qualité des matériaux auxquels on touche régulièrement, c'est intéressant. On est aussi très confortable à l'intérieur et il y a de l'espace. Il y a aussi quelques petits détails qui sont propres au fait qu'on a un véhicule Trail Sport. En commençant avec les têtes de dossier, avec le logo Trail Sport qui est brodé dessus, on a aussi le nom du modèle Passport juste en dessous du groupe d'infodivertissement qui est là pour rappeler qu'on n'a pas n'importe lequel Honda, on a le Honda Passport. Et il y a aussi des petites surpiqûres un peu partout dans l'habitacle, orange, donc la couleur du Trail Sport. Et à part de ça, en termes de practicalité, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il y a beaucoup d'espace de rangement à l'intérieur du Passport. Juste dans les portes, on a plusieurs zones pour mettre une bouteille d'eau, des affaires, plein d'endroits où est-ce qu'on peut ranger des choses. Même dans la console, on a 2 gros porte-gobelets qui sont présents pour mettre des grosses bouteilles si on le veut. On a un petit espace juste au-dessus d'une cavité pour mettre son téléphone avec un chargeur intelligent. Et aussi dans la console, bien évidemment, on a un appui-bras qui est large et qui cache un autre endroit très large pour mettre des affaires.
Et c'est pas fini, parce qu'on même dans le tableau de bord, il y a un espace pour ranger des objets, une petite tablette là, qu'on retrouve un peu comme dans les camions. C'est encore là, c'est super pratique. Si on veut faire des expéditions ou de la longue route, on a beaucoup d'équipements, beaucoup de choses à apporter, bien, ça désencombre beaucoup l'espace, puis on n'est pas pris dans nos propres affaires. Il y a une place pour ranger ça. Si je me concentre sur la console, à gauche des porte-gobelettes, donc, on a évidemment le sélecteur de vitesse, mais aussi un petit coin avec toute la sélection des modes de conduite qu'on peut avoir. Parce que vu qu'on a un Honda Passport Trail Sport, on a plus que les modes de conduite standards dans un Honda. On a Eco, normal et sport, mais on a aussi Dirt, Snow, Mud, Sand, des modes qui adaptent la suspension et la manière comment agit le Honda Passport pour s'adapter aux différents terrains dans lesquels on passe. C'est encore une fois super pratique si vous voulez vous aventurer un peu plus loin que sur les routes pavées. Petit ajout pratique, une prise 12 volts en plus de deux prises USB-C pour charger des appareils électroniques. Et juste au-dessus de ça, on a tout le contrôle du climat. Encore une fois, avec Honda, eux, ils ont décidé d'avoir un contrôle du climat principalement sous forme de boutons. J'aime ça, c'est pratique, c'est intuitif, on n'a pas besoin de passer à travers des menus quand on conduit, c'est toujours super pratique. Et vu que j'ai la version Trail Sport Touring, eh bien, j'ai des sièges ventilés. Ultra pratique l'été, en plus que c'est un intérieur en cuir. C'est toujours beaucoup plus confortable, surtout l'été au Québec. Et si je monte encore une fois, on arrive au groupe d'infodivertissement. Et franchement, là, je suis vraiment agréablement surpris par le groupe d'infodivertissement. Dans les modèles de l'année passée, il y a 2 ans environ, le système d'infodivertissement était très bien. Ça fonctionnait, c'était réactif, l'écran était clair, sauf que les boutons, c'était des boutons physiques sur le côté. L'écran était un petit peu moins grand et ben c'était pas aussi configurable. Sauf que là, on a un tout nouvel écran. La majorité des boutons, donc le Home, Back, sont directement dans l'écran, mais l'écran lui-même est plus gros. On a plus d'options, on peut le customiser. On a toute la suite Google aussi, à Google Maps, Google Play, toutes ces affaires-là, toutes ces applications-là. Et on peut aussi avoir Android CarPlay et Android Auto. Je suis vraiment agréablement surpris par le système. Je pense que c'est même mieux que celui de Toyota, pour qui j'avais que des éloges, qui est un très bon système d'infodivertissement. Mais là, c'est vraiment une coche au-dessus. On peut personnaliser la barre de gauche, mettre des applications favorites directement. Et on a aussi beaucoup de configurabilité directement à partir du système. Et il y a aussi à droite une section qui est ouverte en permanence avec différentes options comme un chronomètre, une horloge si on le veut. On a même une boussole. Toutes des options qui sont pratiques quand on fait de la longue distance. Il y a aussi une option qui est très pratique du fait qu'on a un véhicule qui est prêt à faire du tout-terrain. Et ça, c'est des caméras, mais des caméras tout autour de la voiture. Le bouton pour y avoir accès, c'est surprenamment pas dans l'écran, c'est en fait sur le bâton juste ici, écrit caméra, un petit bouton, et là, on a les caméras de recul et aussi une caméra panoramique. C'est ultra pratique si on va dans les sentiers puis on veut voir comment le véhicule, le volume évolue dans le sentier, être sûr de ne pas rester pris ou d'accrocher certaines parties puis d'endommager le véhicule en lui-même. Mais malheureusement, c'est seulement disponible dans le Touring. Si on a la version Trail Sport ou Trail Sport Blackout, qui ne sont pas des Touring, on n'a pas les caméras de recul 360 degrés et en avant, seulement la caméra en arrière. Ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, c'est le moment de passer à l'arrière et de voir qu'est-ce que ça donne. Et franchement, je suis vraiment impressionné par tout l'espace qu'il y a. Évidemment, c'est un VUS pleine taille, donc on s'attend à avoir un peu d'espace, mais vraiment, j'ai beaucoup d'espace pour les jambes, j'ai beaucoup d'espace pour les genoux, pour la tête même. Je serais extrêmement confortable et pour vous donner une idée, je fais environ 6 pieds. Alors, je suis peut-être un petit peu plus grand que la moyenne. Puis même pour une personne qui ferait probablement 6 pieds 4, elle serait quand même à l'aise à l'arrière. Ce qui aide aussi à ce sentiment d'espace-là, c'est le toit ouvrant qui est panoramique, qui rajoute de la lumière et qui donc donne un plus grand sentiment d'espace. Et en plus de ça, le plancher est complètement plat. Il n'y a pas de bosse pour la transmission au niveau du plancher dans le centre. Alors, même si quelqu'un est dans le milieu, qui fait un trajet à 5 personnes et que l'auto est pleine, vous ne serez pas comprimé et les jambes du passager du milieu ne viendront pas incommoder les passagers de chaque côté. D'ailleurs, si vous avez marqué 5 personnes, effectivement, ce modèle-là n'a pas de troisième rangée. Si vous vouliez avoir une troisième rangée, il faudrait que vous ayez avec le Honda Pilot. Lui aurait donc 3 rangées de sièges et plus d'espace pour des passagers. À part ça, en termes de commodité, l'arrière est très confortable. On retrouve exactement les mêmes matériaux qu'en avant, que ce soit dans la porte avec le petit graphisme dont j'avais parlé, mais même tout le cuir, toutes les surpiqûres oranges qu'on avait, et aussi en arrière des sièges avant, on a une belle grande poche pour mettre des choses qui est surprenamment cossu, avec un beau cuir, avec l'intérieur en feutre. C'est assez intéressant. Chaque passager de chaque côté a aussi des sièges chauffants. Ça, d'ailleurs, c'est seulement disponible avec la version Touring. Mais on a aussi
2 prises d'air ici pour le contrôle du climat. Avec le contrôle ici, c'est seulement une zone, mais ça reste que c'est toujours un confort de plus. Et en plus de ça, en dessous, on a encore une fois 2 prises USB-C et une prise, cette fois-ci pas 12 volts, mais une prise maison. C'est super utile si vous avez une glacière ou un appareil électronique qui demande plus de courant qu'une petite prise 12 volts allume-cigare. On a la disponibilité en arrière. Et après avoir regardé l'arrière du Passport, c'est maintenant le temps de regarder le coffre parce que on a un VUS pleine taille, on veut avoir de l'espace de coffre et il y en a beaucoup. Si j'ouvre le coffre, la première chose que je vois, c'est qu'on a une très grande ouverture, c'est large. On est capable de passer des très gros objets, en plus du fait que le toit en lui-même descend pas en arrière comme certains VUS. Il reste droit horizontal, alors ça aide beaucoup à l'espace, au volume du coffre en arrière. De même, avec les sièges de la deuxième rangée relevés, on a 1200 litres d'espace. Et si on rebaissait les sièges, on aurait 2400 litres d'espace, ce qui est 100 litres de plus que le Toyota Land Cruiser et le Hyundai Santa Fe. Et en plus qu'à 1200 litres, c'est aussi plus que le Land Cruiser et le Santa Fe qui commencent respectivement seulement 1063 litres et 1150 litres d'espace. Donc, le Honda Passport surpasse les deux véhicules en termes d'espace. Et en plus de ça, si je le compare au Land Cruiser, le Honda Passport a un plancher de cargo qui est complètement plat. Il n'y a pas de coche, rien, ce qui n'est pas le cas du Land Cruiser. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo sur le Land Cruiser, il y a une sorte de gros espace qui remonte substantiellement le plancher. C'est donc dû apparemment aux batteries, mais là, c'est pas le cas. C'est plat, il y a beaucoup d'espace de rangement, même sur les côtés, il y a des grands espaces vides pour mettre des choses. C'est des espaces qui sont extrêmement profonds, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Et en plus de ça, même en dessous du plancher, on a encore plus d'espace. Il y a un compartiment avec le pneu de secours, mais toute une autre section ici qu'on peut ouvrir individuellement, qui est très profonde, qui est grande. Alors, ça augmente énormément tout l'espace de rangement du véhicule. Je suis vraiment impressionné par la praticité du coffre du Honda Passport. C'est certainement un de ses points forts. Et aussi, petit détail assez comique, il y a un relief d'une chaîne de montagne juste en arrière du pneu de secours dans la section du coffre. Si je me trompe pas, je crois que c'est les Rocheuses, c'est peut-être pas le cas, mais ça reste un petit détail, le fun. C'est le fun à montrer, dire, ah, regardez, j'ai une chaîne de montagne dans ma voiture. Ça souligne tout l'espace qu'on peut mettre dans son Honda Passport. En faisant abstraction de tout ça, deux petites commodités. On a ici une autre prise 12 volts style maison. Si vous voulez brancher un autre appareil électronique, c'est pratique de l'avoir en arrière. Et aussi ce petit bouton-là qui permet en fait de fermer le coffre quand vous partez. Pas besoin de peser sur le bouton dans la portière ou devoir prendre votre clé. Vous faites juste appuyer et ça ferme tout seul quand on s'éloigne. Et maintenant, ça va être enfin le temps de faire le test routier du Honda Passport Trail Sport Touring 2026. Bien, maintenant, c'est le temps de faire le test routier du Honda Passport 2026. On va pouvoir voir enfin comment ça se comporte sur la route. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Bien entendu, je ne m'attends pas à ce que ça soit une icône de performance. Je pense que ça va ressembler pas mal au Honda Pilot, vu que c'est essentiellement un Honda Pilot en termes de plateforme. La première chose que je remarque quand je le conduis, c'est que ça se conduit surprenamment bien pour un véhicule qui a des pneus de hors-route, qui est adapté pour faire du hors-route parce que souvent la suspension est différente, elle n'est pas vraiment faite pour être sur le pavé. Mais là, on est très bien, on est très stable. Le châssis de la voiture se comporte assez bien. Il n'y a pas de gigotement comme si on avait un véhicule qui est body on frame, comme on a le Land Cruiser, Toyota Tacoma, Toyota 4Runner, qui sont des véhicules qui sont très adaptés pour le off-road, puis c'est généralement la plateforme qui est la plus pratique quand on veut un véhicule qui est supposé faire du tout-terrain. Mais là, vu que c'est basé sur un pilote, on a une monocoque. Donc, on a des caractéristiques plus de voiture en termes de suspension, puis comment la voiture réagit à la route. La direction est assez relativement directe, hein? C'est pas non plus une voiture de performance, mais quand même, elle se comporte bien, on gigote pas vraiment de côté à côté, la suspension gère bien la route, c'est assez bien calibré, mais en même temps, c'est ce à quoi on s'attend quand on a un véhicule Honda. C'est toujours des véhicules qui prennent le temps d'être assez calibrés et de bien se comporter sur la route. C'est encore le cas sur le Honda Passport, mais par exemple, c'est un gros véhicule. Déjà, je le ressens dans la conduite. Il porte bien son poids, mais on le ressent. Quand on prend des virages, quand on se déplace, on sent tout de suite que c'est un véhicule qui est très lourd, presque un peu comme un pilote. Il y a aussi un peu de résonance dans la cabine, vu que c'est une grande cabine. Le bruit de roulement, on l'entend, puis c'est assez caverneux. Parlant de bruit de roulement,
On a des gros pneus, on les entend. C'est pas incommodant, mais on l'entend. En termes de freinage, ça freine correctement. Il y a un bon poids. Quand on freine vraiment, on le sent tout de suite que les freins forcent à faire arrêter le véhicule. En termes d'accélération, c'est tout à fait correct aussi. 300 chevaux, même si le véhicule est assez lourd, ça propulse la voiture. On a une traction intégrale alors. Ça accélère. Le 0 à 100 est estimé d'être d'environ 7 secondes. Alors, c'est pas très rapide, mais bon, 300 chevaux, 260 pieds de torque, c'est tout à fait correct pour un véhicule de cette taille-là. C'est bien, c'est même un peu plus que certains véhicules de sa gamme. Je dois dire, par exemple, que vu que c'est une transmission de 10 vitesses, on change beaucoup de vitesse. À chaque fois qu'on accélère, le changement de vitesse est relativement rapide, mais j'ai l'impression dans les premières vitesses, il y a un petit à-coup qui se fait, une sorte de petit, vraiment genre, à chaque fois que on change de vitesse. Je le remarque, je sais pas, probablement que je m'habituerais si je le conduisais régulièrement, mais c'est quelque chose peut-être à prêter attention si jamais vous faites le test routier du véhicule, si c'est quelque chose qui vous passe 10 pieds au-dessus de la tête ou si c'est vraiment quelque chose qui vous dérange quand vous conduisez une voiture. La visibilité est excellente. Je vois vraiment très bien autour de moi. Je suis assez haut, fait que ça aide, mais le capot ne cache pas du tout la route. Le pare-brise est grand. Il y a aussi beaucoup de visibilité sur les côtés, c'est clair. Et vraiment, toute la qualité de finition de l'intérieur est bien. Vraiment, là, je suis vraiment impressionné. Je trouve que c'est vraiment une réussite de Honda. Les derniers intérieurs qui sont faits sont bien, sont de bonne qualité. On se sent bien quand on est dedans, particulièrement dans celui-ci. Les sièges sont très confortables, on est bien assis dedans. Les matériaux qu'on voit, ceux qu'on touche, c'est principalement du cuir. La couleur est le fun aussi. Tout est ergonomique, facile d'accès. C'est pas compliqué, c'est intuitif. Ça nous permet de se concentrer quand on est sur la route, mais si on a besoin de regarder, on n'est pas agressé par des choix de design étranges. Bien, maintenant que j'ai fait le test routier, je veux faire un petit retour sur le design du Honda Passport 2026 parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Quand j'ai découvert, en fait, qu'il avait été dévoilé, je m'y attendais pas du tout, il allait sortir pas longtemps, j'ai fait « Hein, qu'est-ce que c'est ça? » Ben, honnêtement, j'ai vraiment fait comme « Oh, wow! » C'est un beau design, ça se distingue, c'est joli, c'est carré, les proportions sont intéressantes. Et quand j'ai fait mes recherches, que j'ai regardé les premières générations, j'ai vu qu'il y avait certains points qui ressemblaient et qui ramenaient à l'ancienne génération. Un design comme ça, qui a des inspirations rétro, j'aime toujours ça. Et même si ça n'avait pas d'inspiration, je trouve que le véhicule a l'air fun, il a l'air d'être robuste, il a l'air de ce que devrait être un véhicule utilitaire sport. Ça devrait pas, selon moi, être nécessairement comme les véhicules citadins qui ont pas du tout de capacité off-road, alors que le principe d'un VUS, c'est justement d'être gros puis de pouvoir se promener un peu partout. Mais là, c'est le cas. C'est vraiment le cas. On a des pneus qui sont adaptés, on a une suspension qui est adaptée. J'aime aussi beaucoup les feux de jour couleur ambre qui rajoutent vraiment à l'aspect robuste et tout-terrain. Bien que ça soit pas particulièrement utile, je trouve ça quand même très cool. Et sur ces mots, ça va être donc le temps de conclure ma revue sur le Honda Passport Trail Sport 2026. J'ai vraiment été impressionné par le véhicule. Je pense que c'est une des belles victoires de Honda en termes de refonte d'un modèle. Ça coche toutes les cases. C'est un style qui est intéressant, qui est pas trop tape à l'œil non plus. Ça a plusieurs capacités en off-road. C'est extrêmement pratique et c'est très confortable à l'intérieur sans sacrifier de commodité. C'est sûr que c'est un véhicule qui est relativement dispendieux, hein, mais malheureusement, c'est ce qui devient avec tous les véhicules. Les prix augmentent constamment. Mais malgré ça, je trouve que c'est vraiment un véhicule qui a pas de points négatifs ou presque. C'est vraiment un bon véhicule qui est adapté. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais il y a des erreurs que j'ai faites, des informations que j'ai pas données ou qui étaient erronées, n'hésitez pas à le dire de manière constructive dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et d'apprendre aussi de mes expériences. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou un bon début de journée et on se revoit pour une prochaine vidéo.